à Mayotte est une véritable bombe à retardement, vous le savez. Situation sur l'immigration comorienne est intenable. Voilà pourquoi une proposition qui suscite déjà beaucoup de réactions est sur la table. Celle de répartir, on va rentrer dans les détails, ces migrants comoriens sur l'ensemble du territoire. Je précise que c'est une proposition qui figure parmi les recommandations d'un rapport parlementaire très sérieux, très bien fait, qui est fait par vous-même, notamment Madame Youssoufa et par Monsieur Laurent Marcangeli, le président du groupe Horizon. Voilà, vous en êtes les deux rapporteurs. Et vous dites que l'Hexagone doit prendre sa part. Alors, avant de vous entendre, je voudrais qu'on résume justement un petit peu les tenants et les aboutissants de cette proposition. Regardez. Dans ce rapport, la situation de Mayotte y est décrite comme une bombe à retardement. Le texte de 75 pages liste une dizaine de recommandations pour le département d'Outre-mer. Parmi elles, renforcer les patrouilles entre les Comores et Mayotte, instaurer l'aide médicale d'État, mais surtout la fin du visa territorialisé pour pouvoir répartir l'immigration comorienne sur l'ensemble du territoire français. Une mesure assumée par la rapporteuse Estelle Youssoufa. 1, on nous fait la leçon, et 2, personne ne veut prendre sa part. Donc là, oui, on tire la sonnette d'alarme et puis on dit maintenant la compassion c'est bien, les actions c'est mieux. Une proposition loin de faire l'unanimité à l'Assemblée nationale. Je suis à ce stade contre, car j'estime que le sujet doit être traité de façon globale. On s'attaque aux conséquences, encore une fois, au lieu de s'attaquer aux causes. Il ne s'agit pas de les répartir, il faut tout simplement stopper l'immigration à la base, couper le robinet. Hormis la présence du plus grand bidonville de France, l'île est en proie à un marché clandestin, une pénurie d'eau, d'électricité et d'emploi, une insécurité liée aux bandes armées ou encore un système de santé asphyxié. Sur ce dernier point, le rapport précise que le seul centre hospitalier de Mamoudzou prend en charge près de 50% de patients étrangers. Mayotte, un département touché par la misère, 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est un ballon d'essai, vous y croyez vraiment? Vous pensez qu'une telle proposition peut aboutir? Je voudrais d'abord comprendre, avant qu'on entre dans les détails, véritablement votre intention. Il y aura une discussion sur la loi de l'asile et de l'immigration dans les prochains mois. Je ne vois pas comment elle peut être crédible si on ne parle pas de Mayotte. Donc les choses doivent être sur la table, compte tenu du fait que sur les prochaines décennies, les flux migratoires sont appelés à s'intensifier. Moi, j'espère qu'on aura une discussion sérieuse. Avoir une discussion sérieuse, ça veut dire prendre en compte Mayotte, puisque Mayotte, c'est un concentré de nos grandes lâchetés, de nos incohérences et de notre hypocrisie. Parce que c'est une situation insulaire, une situation de tension extrême. Ça met en avant, ça souligne ce qui systémiquement dysfonctionne. Donc, si moi, je n'est pas mis sur la table lors de l'examen de ce texte sur l'immigration, vous estimez qu'il n'a même pas lieu d'être de débattre d'un tel sujet si on ne parle pas de Mayotte, si je vous comprends bien. Si on parle asile et immigration en France et qu'on exclut Mayotte, évidemment, c'est toujours beaucoup plus facile de mettre de côté la crise principale. Moi, je suis allée à Lampedusa en Italie, je suis allée en Grèce, parce que ce que vit Mayotte est semblable en termes de crise et d'ampleur, de catastrophe, non seulement sanitaire, humaine, de drame personnel pour les migrants, mais aussi de seuil totalement franchi pour l'acceptabilité. Nous, à Mayotte, on n'arrive plus à accueillir les migrants. Les Italiens, les Grecs ont pris des mesures adéquates parce que ce sont des insulaires, des îles qui sont elles aussi en première ligne face aux flux migratoires. Et elles ont mis en place tout un système de solidarité avec le reste du pays. Il y a eu aussi des hotspots, des camps d'accueil. À Mayotte, l'État a décidé qu'on utilisait l'insularité de Mayotte pour enfermer le problème, avec un système dérogatoire très particulier qui fait qu'on régularise à Mayotte, mais on régularise pour rester à Mayotte. Alors on peut expliquer le principe du visa territorialisé à Mayotte. C'est un titre de séjour qui permet de rester seulement sur l'île. Voilà, réalité. Donc en fait, moi, j'ai une petite clause aux petits oignons tricotée par l'État qui a mis en place un code de l'immigration et du séjour des étrangers en France. Et il y a une petite exception dans le territoire où il y a la plus grosse crise, où on dit on vous régularise, mais vous restez sur le territoire. Moi, je n'appelle pas à ce que les migrants comoriens dans leur ensemble aillent sur l'ensemble du territoire national. Je dis que celles et ceux qui ont été régularisés par les services de l'État doivent être régularisés pour le reste du territoire national. Parce que là, il doit y avoir continuité territoriale. Si les services... Parce que ce n'est pas une spécificité locale. Aucun des élus, aucun système local n'est associé à la régularisation. C'est une prérogative régalienne. C'est donc l'État qui a décidé, selon les critères
de l'État, validé par le Parlement, de régulariser ces personnes. Mais par contre, on a tricoté une petite astérix, vous savez, sur le contrat, où on dit « Ah oui, mais ceux-là, en fait, vous les gardez à Mayotte. » Alors, il y a plein de questions. Là, moi, on va vous soumettre, oui. Estelle Youssouffa, parce que ça peut être un appel d'air. Dans ce cas-là, c'est l'impuissance qui est constatée qu'on va transformer en répartition à travers le territoire. Mais avant d'arriver à ces points que vont vous opposer nos invités, il y a des chiffres détonnants dans ce rapport. On apprend qu'avec 93 000 patients français et 85 000 d'autres nationalités en 2022, la moitié des prises en charge hospitalières à Mayotte bénéficient aux étrangers. Mais ça, je pense que en fait, c'est quelque chose qu'il fallait. Ça a été déjà beaucoup de travail de notre part d'obtenir ces chiffres. C'est la première fois qu'ils sortent. Pourquoi c'est si difficile ? Parce que c'est aussi pour moi un des motifs de mon engagement et de mon mandat. C'est en fait, je suis convaincue que tant qu'on ne connaît pas l'ampleur du drame à Mayotte, on ne pourra pas y trouver de solution. C'est pour ça que je me suis engagée et qu'on a fait ce rapport. Critique de dire que on a fait ce rapport parce que les diagnostics. Vous l'entendez à chaque fois que je vous pose la question. Parce que vous faites fi de tout ça. Non, mais parce que en fait, moi, je veux bien entendre toutes les leçons, mais que le diagnostic soit posé. On ne peut pas me dire c'est du fantasme. Là, c'est les chiffres officiels de l'Agence régionale de santé de Mayotte. La moitié des patients à Mayotte sont des étrangers, des non-assurés sociaux qui ne contribuent pas aux dépenses de la santé à Mayotte. Et en plus, là encore, on a une spécificité à un système dérogatoire. Il y a un système particulier qui fait qu'il n'y a pas la tarification à l'acte médical à Mayotte et c'est une enveloppe unique pour l'hôpital. Et il n'y a quasiment pas de médecine privée. Ça veut dire que la santé à Mayotte, qui est principalement publique, est à moitié dévolue aux étrangers qui ne contribuent pas au système de santé. Moi, je le pose sur la table, que tout le monde en soit conscient. Et après, on vient m'expliquer que c'est tout à fait normal qu'une visite du ministre de la Santé cet hiver ne mentionne pas, il vient à Mayotte, il ne mentionne pas la santé des étrangers. La défenseure des droits s'empare du sujet du désert médical à Mayotte, ne mentionne pas la question du droit à la santé, à l'accès à la santé des étrangers. Moi, je dis simplement, un, c'est de l'hypocrisie, et deux, on va tous se mettre d'accord sur de quoi on est en train de parler. Quand les collectifs citoyens vont occuper les dispensaires de santé à Mayotte, c'est parce qu'on considère, nous, que c'est un appel d'air. Parce que quand vous réduisez, vous dites « je n'applique pas les règles nationales, je n'applique pas la solidarité nationale », parce que c'est ça l'aide médicale d'État, c'est de dire on respecte le droit des étrangers à être soignés, mais c'est en fait une enveloppe à part, parce que ce n'est pas déduit des frais de santé des Français. C'est ça l'aide médicale d'État. Et on dit sur le territoire qui en a le plus besoin, ah non. Vous comprenez, ce serait un appel d'air. Ah mais oui, mais en fait, c'est pas possible. Alors venez maintenant dire à Madame Youssouffa que... Non, je ne vais pas lui dire... Non, mais c'est important de l'écouter avant de réagir. Je ne vais pas lui dire stop parce que moi, je suis allé à Mayotte et j'ai vraiment passé du temps dans cette île. Ce qui est quand même incroyable, enfin, ça semble corroborer le fait que, d'abord, un habitant sur deux à Mayotte, et vous me direz si j'ai tort, est un étranger et qu'on compte à peu près, les derniers recensements, 300 000 habitants. Donc en gros, il y en aurait 600 000 en fait. On est un demi-million. On est au moins un demi-million, une personne sur deux qui est étrangère, et c'est pour ça qu'on demande un recensement à jour. Voilà, on a aujourd'hui un département français, puisque Mayotte, il faut le rappeler, est un département français, dont on ne connaît pas la population. En fait, dont on ne sait pas exactement combien il y a de personnes. Mais en fait, je pense qu'il faut comprendre la portée de ce que vous dites. Nous, on le sait à Mayotte, qu'on est un demi-million. Les élus, on n'arrête pas de dire il faut compter. Si vous ne comptez pas, vous n'arrivez pas à mettre en place une politique publique, parce que vous ne savez pas mesurer. Mais de deux, ça permet à l'État de ne pas transférer les fonds qu'il doit aux collectivités locales à hauteur des besoins. C'est-à-dire qu'on fait des économies en ne faisant pas un recensement à jour. Et puis comme ça, on minimise l'ampleur du problème. Parce que les statistiques que je vous dis, qui sont catastrophiques à Mayotte, elles sont déjà rouges cramoisies. Vous doublez la population, elles sont plus rouges cramoisies, elles sont noires. Non mais d'où une grosse partie des problèmes découle de ça. Et il y a aussi une chose, vous avez parlé d'exception avec le visa territorial, mais il y a aussi c'est le seul département français où il y a une entorse au droit du sol. Mais on en a parlé dans le rapport qui est inefficace. C'est-à-dire qu'elle est inefficace, cette entorse, ce n'est qu'une amorce. Moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Bien sûr. Et j'ai bien conscience que, effectivement, c'est pour ça que c'est important d'avoir fait le rapport. Pour moi, c'est une contribution au débat public sur ce débat qu'on va avoir. On ne peut pas me dire
surtout ne pas toucher à la Constitution, faut pas aller sur le droit du sol, parce que vous comprenez, on crée un précédent. Et on va me dire, ça fait de l'appel d'air. Ouais. Et en fait, on oublie de dire, le précédent a déjà été créé, et pour le moment, il ne marche pas, sauf à ce qu'on aille au bout du geste. C'est sûr. C'est-à-dire, arrêtez le droit du sol. Voilà. À Mayotte, en l'occurrence... C'est Michel Barnier qui l'avait proposé, je crois, aux dernières élections européennes. Mais pour l'instant, il est toujours... Et le sol. Mais juste, et Salih Choufa, là, c'est une situation de faillite ou d'impuissance. Donc, on doit partir d'une situation de faillite et d'impuissance pour dire, alors, puisqu'on ne peut pas régler le problème, on répartit les migrants comoriens. Est-ce que vous pensez que, je veux dire, tous les citoyens, quelle que soit leur résidence géographique, etc., en France, vont accepter une telle décision ? Mais moi, j'appartiens à un territoire qui est... ce sont vos concitoyens et des contribuables. En fait, on ne peut pas dire je paye autant d'impôts que vous et en fait, la solidarité nationale, non merci. Parce qu'il y a solidarité nationale pour la dépense, mais quand il s'agit des problèmes, on nous dit non, mais vous êtes gentils, on va vous laisser là où vous êtes et puis on va créer de l'exception. Parce que moi, je veux bien entendre la règle, c'est ça. Mais en fait, on nous dit, la règle, c'est ça, mais pas pour vous. Et puis, on va appliquer les règles nationales pour la régularisation, mais par contre, tous les mécanismes de solidarité, pas pour Mayotte. C'est inaudible, évidemment. Je vais laisser Régis, je voudrais qu'on écoute le ministre Gabriel Attal, puisque vous allez voir que, évidemment, ça suscite beaucoup de crispation au gouvernement, avec en plus le texte sur l'immigration qui arrive. Écoutons-le, il était hier sur notre antenne chez Pascal Praud. Il y a beaucoup de moyens, y compris financiers, qui sont investis, qu'il y a une opération d'ampleur qui est menée à Mayotte, qu'il y a une vie pour les Mahorais aujourd'hui qui est quand même insupportable du fait de cette immigration illégale et qu'on met énormément de moyens pour régler ce problème-là. Il y a deux choses qui me frappent. La première, on nous parle beaucoup de la Constitution ces jours derniers. L'article 1 de la Constitution, la République est une et indivisible. Ce qui veut dire que les droits des gens du Val-de-Marne où j'habite ou les gens du département de Madame, les mêmes droits normalement. C'est absolument inacceptable. Et si ça ne fonctionne pas, alors changeons les règles pour tous. On a un problème d'immigration, mais on ne va pas voter de loi sur l'immigration, nous dit-on. Il y a un véritable problème. Là, il y a de la pauvreté, il y a de la violence, il y a des statistiques qui sont cachées, c'est-à-dire qu'il y a un manque de volonté politique de régler le problème. Et puis ce qui m'inquiète aussi, c'est la grande France, 5e ou 6e puissance mondiale, n'arrive pas à dire aux Comores, gardez les gens chez vous. Alors c'est une preuve de faiblesse, mais alors extraordinaire. Et dernier mot, je remercie Madame de porter cette tenue où elle nous dit le rouge, c'est le rouge du sang versé pour rester français. Merci Madame de faire cette leçon à tous nos compatriotes. Si je puis me permettre, Madame le député, moi je trouve que je vous écoute et je suis d'accord, en fait je pense qu'on est d'accord avec votre constat. Et je crois que j'ai compris pourquoi est-ce que vous voulez faire cette proposition, parce que vous voulez mettre tout le monde en face de ses responsabilités et au cas particulier le pouvoir. Donc vous voyez, je pense que j'ai un peu compris, c'est de dire, bon, vous nous abandonnez, très bien, mais tout le monde va supporter le poids de la misère. Et en faisant ça, vous pensez alerter les pouvoirs publics. Moi, ce que je crains, Madame, c'est qu'en réalité, ce sont les Français de métropole qui vont payer. Parce qu'il est possible que ce que vous utilisez comme argument ici se retourne contre nous et fasse que demain, on va accepter des répartitions de migrants. Moi, je pense que la bonne façon de prendre le sujet, c'est plus une loi constitutionnelle que vous devriez déposer en réalité. Une loi constitutionnelle pour modifier le droit du sol et pour faire en sorte que le droit du sol ne soit plus un principe en France, vu la situation migratoire catastrophique à Mayotte, mais on peut aussi parler de la situation en France, qui n'est pas du même niveau, mais tout de même, et faire en sorte que le droit du sol en France ne soit plus un principe, mais une exception. Ça, c'est une loi constitutionnelle. Vous devriez, et je vous pose la question, faire une proposition en ce sens plutôt que d'avancer une répartition des migrants qui finalement, en réalité, va disséminer la misère, créer des tensions en France, et vous allez faire payer les Français alors qu'en réalité, vous voulez faire payer une personne. Vous voulez faire payer au pouvoir, au gouvernement, à Emmanuel Macron de vous avoir abandonné. Donc, je termine en une phrase. Ici, vous n'allez aboutir qu'à une chose, c'est sanctionner les Français de métropole. Pourquoi ne proposez-vous pas une loi constitutionnelle sur la modification du sol ? Un petit bémol quand même, vous avez parlé simplement de ceux qui étaient titulaires du visa territorial. Combien sont-ils ?
Là, est-ce qu'on a une C'est ce que statistique? j'allais dire. Parce que Alors, en fait, les autres clandestins, eux, n'ont pas, n'ont pas de statut. Donc on ne va pas faire venir tous les Comoriens. C'est pour ça, c'est parce que le préciser. l'espèce de discours qui a été tenu, je ne dis pas par vous, mais par le Rassemblement national qui a quand même grimpé au rideau, ça entretient le flou. Ce que je dis, c'est sur les personnes qui sont régularisées, titulaires d'un titre de séjour. Ces personnes-là, il n'est pas admissible, ce n'est pas une question de répartir la misère, c'est appliquer le droit. On ne peut pas créer un titre particulier pour Mayotte. Pourquoi ces personnes n'auraient pas le droit d'aller ailleurs sur le territoire français? Mais elles ne devraient pas être régularisées. C'est pour ça que je parle du droit du sol. C'est pour ça que Madame Youssoufa, je vais aller dans votre sens, parce qu'en fait, moi-même, je vous l'avoue, j'avais compris, tous les migrants dans une situation irrégulière allaient être transférés en métropole. Et maintenant, quand j'entends ce que vous dites, en disant les personnes régularisées, effectivement, je suis d'accord avec vous, parce que avec quand même, je voulais dire, une possibilité, c'est que ça devienne une porte d'entrée. Mais ça, c'est une réalité. Vous êtes régularisé, vous pouvez aller partout. Mais ma chère Sonia, je suis bien d'accord. Mais je suis bien d'accord. Effectivement, ça va faire un appel d'air, mais en fait, c'est déjà le cas. Mais elle renvoie à l'État, elle renvoie à l'État sur l'hypocrisie. Moi, je suis en plein débat à l'Assemblée nationale sur la loi de programmation militaire. Je demande à avoir la protection de ma frontière par des moyens de défense. On me dit non, madame. Donc, en fait, on me dit Mayotte. La frontière, c'est très bien, avec 3 Zodiacs, ça ira. Les efforts diplomatiques, on est submergé par Moroni. Et sur la question du droit, vous comprenez, on est paralysé. Il manquerait plus que le reste du pays applique la solidarité. Expliquez-moi. Moi, je souhaite simplement qu'on assume ici de dire Mayotte est au fond du trou, vous y restez. En fait, vous renvoyez mais oui, je renvoie tout le monde à nos hypocrisies. Moi, je dis simplement, si effectivement le reste du pays admet que dans un territoire qui est un département, on décide que quand il y a des difficultés, il n'y a plus de solidarité nationale. Ça veut dire, parce que je vais aller au bout de mon raisonnement, ça veut dire que par exemple les territoires de banlieue, quand les statistiques sont très mauvaises en termes de pauvreté, et là vous dites, j'accepte de sanctuariser et de fermer la solidarité nationale par rapport à certains territoires. Ce ne seront pas que les banlieues, ce seront aussi des territoires ruraux qui seront très pauvres, à qui on dira, ben non, on va faire de la différenciation. Chaque fois qu'il y a une difficulté, on va dire, non mais là vous comprenez, fiscalement on est tous égaux, mais en fait en matière d'efforts, ce qui est déjà le cas, je ne suis pas naïve, mais en fait moi je dis, il va falloir l'assumer. Parce qu'en fait on ne peut pas nous dire à un moment, on est solidaire et puis après quand il y a des problèmes... Mais qui est fautif? Non, c'est l'État et le gouvernement qui est fautif. Qui est-ce que vous voulez faire payer ici? Vous voulez faire payer l'intégralité des Français? Je ne pense pas qu'il s'agit de me dire que c'est de faire payer, pardon. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça le sujet. Vous pensez que les gens sont pour? Vous pensez que les gens dans les campagnes, quand ils voient arriver les migrants... L'État n'est pas une abstraction. L'État n'est pas une abstraction. Évidemment qu'elle est scandaleuse, la situation à Mayotte. L'État n'est pas une abstraction. L'État, c'est vous et moi. Donc c'est pas une question de dire je fais payer qui que ce soit, c'est pas une question de faire payer qui que ce soit. C'est qu'à un moment je dis là c'est la situation d'abord et vous avez raison. Il s'agit de sortir de l'hypocrisie en mettant sur la table les faits indiscutables. Moi je vais avec une extraction dentaire obtenir mes données au niveau des autorités locales, de l'État, pour dire voilà effectivement en réalité la situation et ensuite de prendre le reste du pays à témoin pour avoir ce débat ici, mais aussi dans l'hémicycle et dans le reste des institutions. Et ce n'est pas une question de dire on va payer, c'est de comprendre que la portée de ce qu'il se passe à Mayotte. Penser que c'est un problème territorial et particulier, c'est une erreur. Bien sûr, mais c'est l'État qui ne le comprend pas. C'est ça la difficulté. Et l'État est impuissant juridiquement, oui, le c'est bras bien de le fer problème. diplomatique avec les Comores. Quelle est la suite de l'opération? On va en parler, initiée par Gérald Darmanin, parce que quand même, il y avait une opération. Elle est toujours en cours. Oui, elle est toujours en cours. Absolument. Mais ce que Madame l'opération Ambouchou va durer au moins jusque... Alors, je voudrais juste rajouter ça par rapport vraiment à l'intervention de Madame Youssoufa, qui est vraiment extrêmement importante pour justement que les Français comprennent cette situation de discrimination en fait des territoires. L'égalité de traitement du territoire, elle est dans la Constitution. On la vit. Les Français la comprennent. Oui, mais justement, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'on interroge les Français aujourd'hui sur Mayotte. On est tous d'accord que c'est une Les Français ne comprennent pas, ne connaissent pas ce que vit le Maroc. C'est quelque chose d'absolument hallucinant. Vous faites un sondage, pardonnez-moi, vous demandez si vous voulez une répartition des migrants comoriens dans la Creuse ou dans le Calvados, ça va être... Ils ne voudront pas, mais je suis d'accord. Et moi-même... Non, mais
et je suis d'accord avec vous, et je prends, et moi-même je suis d'accord avec ça. Quelle est la solution donc? Pierre, pour être clair, c'est pas la solution. Je ne suis pas pour transfert. Et justement, tout ce qui se passe aujourd'hui, on est en train de transférer des migrants dans des petits villages par groupe de populations de mêmes origines, etc. Vous les laissez porte de la Chapelle sous les tentes avec ce que je vous dis. Non, il faut les empêcher de venir. On peut ne pas être d'accord. C'est ça l'origine du problème. Pierre, ce que je veux te dire par là, effectivement, on peut ne pas être d'accord avec ce transfert qui se fait d'une manière complètement n'importe quoi et qui va amener d'autres problèmes et qui va impacter sur la vie des Français. Mais en même temps, on doit entendre ce que vivent nos compatriotes mahorais et que Madame Fanel, on ne peut pas se résoudre à l'idée que d'un échec, d'une faillite totale, on arrive à une impuissance qui conduit à prendre ses responsabilités. Moi, Sonia, je veux juste être claire. Je pense que la situation à Mayotte doit nous permettre à tous collectivement de tirer les leçons au niveau national. C'est ça que je dis. Mais parce que les projections, elles sont très claires quand même. Sur les décennies à venir, on va avoir des flots de migrants qui vont être continus, de plus importants, et le continent sera affecté. Donc, moi, je pense qu'il est inutile de gâcher une bonne crise. Parce que Mayotte, c'est une très bonne crise. Soit on continue à laisser le couvercle dessus. Ça va exploser. Et je continue de penser qu'il y aura une crise sociale, une guerre civile à Mayotte. Si on continue de dire, on va laisser le problème. D'abord, on va au-devant d'un drame à Mayotte. Mais de deux, le pays non seulement sera catastrophé de la gravité de la situation, mais aura perdu l'occasion d'avoir un débat sain, constructif. Parce que quand vous êtes dans une situation dramatique, après, vous n'entendez plus rien. Mais nous sommes d'accord. Mais la question, on va marquer une pause. Est-ce qu'il y a le courage politique, la volonté de mener lors d'un débat déjà qui est miné, piégé par toutes les oppositions, un tel débat? Et au moins nous avons l'information. C'est la pause. Oui, voilà. À tout de suite. Restez avec nous. Par rapport à ce qui peut arriver. Merci d'être avec nous, Midi News, la suite avec ce sujet qui vous fait énormément réagir sur les réseaux sociaux, la situation à Mayotte et la proposition, en tout cas l'éventualité d'une répartition des migrants comoriens. Vous êtes très nombreux à dire mais pourquoi ne pas résoudre le problème au lieu de le dispatcher, l'abandon de l'État par rapport aussi à Mayotte, et beaucoup de réactions sur votre prise de parole, il faut le dire, forte, courageuse et cohérente depuis déjà le début. On va continuer à en parler sur d'autres sujets également, mais tout d'abord, le journal. Rebonjour à vous, cher Mickaël. Rebonjour Sonia, bonjour à tous. La famille de l'INSEE, la collégienne qui s'est donné la mort le 12 mai dernier, s'est exprimée. Leur avocat a annoncé le dépôt de 4 plaintes contre, je cite, ceux qui connaissaient la détresse de l'INSEE et qui n'ont rien fait. Des plaintes qui visent notamment le directeur de l'établissement dans lequel était scolarisée la jeune fille. Je vous propose d'écouter la maman de l'INSEE. J'ai tout essayé, j'ai tout fait. Et on n'a pas été aidés, on a été lâchés complètement. Aucun soutien, ni avant, ni pendant et ni après. Aujourd'hui, on n'a eu aucun courrier de qui que ce soit par rapport à ce qui s'est passé pour ma fille. Je voulais vous dire aussi que l'INSEE, à un moment, elle était au collège et elle demandait de l'aide au directeur, chose qu'elle a précisée aussi. Et que, justement, le directeur lui a carrément dit écoute, tu m'embêtes avec tes bêtises, on n'a pas que ça à faire, ça reste entre nous. Il lui a totalement dit ça. Donc aujourd'hui, je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui nous soutiennent, parce que vous êtes ma force aujourd'hui. Sans vous, je ne serais pas là. Je ne sais même pas où je serais d'ailleurs, mais je ne sais plus. Elle me manque. Voilà pour le témoignage bouleversant de la maman de l'INSEE. Dans le reste de l'actualité, Elisabeth Borne est en déplacement aujourd'hui à Angers et Laval. La Première ministre a présenté plusieurs mesures concernant l'accueil des jeunes enfants. Quelques 200 000 nouvelles places en crèche devraient être créées d'ici 2030. Nous concrétisons aujourd'hui une promesse d'Emmanuel Macron, un service public de la petite enfance pour garantir l'accueil et proposer davantage de solutions aux parents, a-t-elle déclaré. Plus que quelques heures avant les premières réponses de Parcoursup, les lycéens recevront officiellement les résultats ce soir à 19h. Un peu plus tard dans la soirée, les candidats pourront commencer à répondre aux propositions. Cette année, Parcoursup a recueilli les vœux de 917 000 personnes.
Les énergies renouvelables vont connaître en 2023 une progression record. C'est ce que dévoile un rapport de l'Agence internationale de l'énergie publié aujourd'hui. Une croissance portée en grande partie par les capacités supplémentaires d'énergie photovoltaïque et qui devrait se poursuivre en 2024. Enfin, les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire viennent de livrer le paquebot le plus propre du monde. Il s'agit d'une commande de l'armateur italien MSC, un navire de 331 mètres pouvant accueillir 8700 passagers, équipage compris. Il faut dire que les croisières sont accusées d'être très polluantes. Les précisions avec ce sujet signé Jean-Michel Decaze. Le MSC Euribia est baptisé dans la plus grande tradition à Saint-Nazaire. Le paquebot est considéré par son constructeur, les chantiers de l'Atlantique, et son armateur MSC comme le plus propre du monde, en utilisant le gaz naturel liquéfié et non pas du fioul. 20% de CO2 en moins et une expérience lors du départ ce week-end. Entre Saint-Nazaire et Copenhague, eh bien, ce bateau va fonctionner uniquement avec du biocarburant. Ça veut dire qu'il aura un impact net zéro émission. Un voyage témoin, j'ai envie de dire, qui va susciter les producteurs de biocarburant de dire ben oui, il faut y aller, on doit produire parce qu'on a des clients potentiels. C'est ça le message qu'on veut délivrer aujourd'hui. Avec les progrès techniques, la compagnie espère arriver à zéro émission de CO2 en 2050. Elle va expérimenter la propulsion à hydrogène sur de petits paquebots de 1000 places qui seront construits pour une nouvelle compagnie, Explora Journeys, que MSC va lancer d'ici 2 mois. 6 navires sont commandés. Les 2 derniers, les 5 et 6, c'est une commande ferme, seront équipés avec une pile à combustible à l'hydrogène. Les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire annoncent la couleur lorsqu'on arrive sur les quais. Les paquebots vont se mettre au vert, sinon les armateurs vont perdre des clients. Et voilà pour l'actualité, c'est la fin de ce journal. Place à Midi News à présent avec vous, Sonia Mabrouk. Et surtout avec nos invités, Naïma M. Fadel, Joseph Touvenel, Régis Le Sommier, Pierre Gentillet, Jérôme Jiménez, porte-parole IDF UNSA Police, et la députée Lyotte. On parle beaucoup de Lyotte en ce moment. Pas forcément sur Mayotte. Lyotte rime avec Mayotte, c'est alors ça. Petit groupe, mais gros effet, costaud. Estelle Youssoufa, beaucoup de réactions, je le disais. Alors, c'est le sujet, cette proposition qui fracture aussi la majorité. On va écouter un député Renaissance, Louis Marguerite, je crois que c'est un député de Saône-et-Loire. Écoutez ce qu'il dit à ce sujet. Cette proposition, c'est peut-être pas celle qui, moi je suis assez prudent, peut-être sans doute pas favorable à cette, en tout cas peu favorable à cette proposition. Parce Vous que êtes c'est pas peu favorable, pas favorable, défavorable. Je suis peu favorable à cette proposition parce que c'est pas celle qui envoie le message qu'on souhaite envoyer. J'ajoute quand même que c'est une proposition qui s'inscrit dans un cadre plus global. C'est important parce que c'est pas parce qu'on peut dire qu'on est peu favorable ou pas favorable à cette proposition que ça résout les questions d'immigration à Mayotte. Vous avez tous les jours des gens qui viennent avec des kwassa, des bateaux très rapides qui viennent aborder sur les côtes. C'est pas parce qu'on dit que cette proposition fait polémique que ça résout le problème qui est absolument majeur sur l'île. C'est pas qu'on n'arrive pas à les expulser, c'est qu'on les expulse, mais ils reviennent très vite. Certains, oui, donc on n'y arrive pas. Mais donc on a un sujet avec les autorités comoriennes. D'abord, l'opération, elle continue. C'est une opération d'ampleur qui n'avait pas été menée depuis quelques mois, quelques années, dont on verra les effets évidemment à moyen terme. Donc c'est pas pour autant, c'est extrêmement difficile, mais bien évidemment. Il y a aussi un sujet diplomatique avec les Comores, et c'est pas parce qu'on dit que c'est difficile qu'il faut pas essayer de Bien, avec une majorité comme ça, bonne chance. Non, mais moi, je remarque, je rappelle à mon collègue de Renaissance que c'est le président du groupe Horizon, dans sa minorité présidentielle, qui a validé, qui a co-signé ce rapport, qui a fait cette recommandation, et qu'en commission, les élus Renaissance ont voté. Mais ça leur arrive de ne pas être d'accord avec eux-mêmes. Mais c'est vrai que en même temps, c'est compliqué à un moment, la gymnastique. Il faut reconnaître, vous avez un texte en plus, c'est une véritable, c'est de la nitroglycérine à l'Assemblée nationale. Le gouvernement n'arrive pas à avoir encore l'accord de DLR, et vous avez une proposition qui arrive comme surtout, ça. Vous avez une opération en cours dont on ne sait pas très bien. Ça a l'air quand même sérieusement de patiner. L'opération initiée par Gérald Darmanin. L'opération Embouchou est en cours. La destruction des bidonvilles a repris. Et les reconduites à la frontière ont repris avec les Comores. L'aide de la justice malgré elle, parce qu'en fait, l'État a gagné en appel. Moi, je pense que vous avez tous suivi les embûches qui ont été posées par
certains juges qui se sont emparés du sujet, qui avaient pris position précédemment comme membres du syndicat de la magistrature en disant qu'ils étaient contre l'opération Embouchou et qui ont statué sur l'opération Embouchou dans un mélange des genres. Je veux quand même saluer l'initiative du ministre Dupond-Moretti qui a quand même décidé d'ouvrir un sujet pour savoir s'il était normal que des juges s'expriment publiquement sur des opérations de l'État pour ensuite se a-t-on positionner. besoin d'ouvrir? On peut dire non. Normalement, ils n'ont pas le droit. Mais enfin, bon, c'est toujours on peut se intéressant. féliciter qu'ils s'interrogent. Nous sommes d'accord. Et sur les Comores, ça a évolué vraiment significativement? Sur le président Azali a dû accepter les reconduites à la frontière des ressortissants comoriens en situation irrégulière. Sur le fond, vous avez quand même suivi, et j'étais venue à cette occasion, les déclarations du président Azali, qui a quand même, et du gouvernement comorien, qui ont dit on n'a pas reculé d'un centimètre sur nos revendications de Mayotte. Et moi, j'attends toujours une position du Quai d'Orsay. Voilà, je suis comme vous, un peu surprise du fait qu'un gouvernement étranger menace des élus. Moi, j'ai une association comorienne qui me traîne en justice à la CPI quand même, Cour pénale internationale. J'ai un silence total de ma diplomatie et je vous avoue que c'est compliqué d'avoir des élus députés qui soutiennent les positions comoriennes dans l'hémicycle, sachant que nous sommes, nous, élus mahorais, menacés de mort par les autorités comoriennes et la sphère comorienne. Donc, si vous voulez, à un moment, il y a quelque chose de complètement déconnecté, dysfonctionnel. La fois dernière, vous étiez venu sur ce plateau, Estelle Youssefa, vous nous avez parlé évidemment de cette situation paroxystique à Mayotte, du problème aussi lié vous avez fait le lien de l'insécurité, alors que ça reste pour une partie du gouvernement, de la majorité tabou. Jérôme Jiménez, il n'y a pas, je veux dire, on ne peut pas mettre derrière chaque habitant un policier, ça, nous sommes d'accord. Est-ce que Mayotte, par la difficulté, plus que cela d'ailleurs, et les défis qui sont liés à ce territoire, est-ce que ça peut être aussi plus tard, comme on le lit souvent parfois, eh bien, toute la France? Je ne sais pas si je vais faire le lien jusqu'à... Ça serait... je n'ai pas la connaissance de cette île et c'est difficile de parler comme ça. En revanche, par contre, il y a quand même un élément, et je tiens vraiment à le préciser, c'est qu'on a de nombreux policiers qui sont partis en force sur Mayotte. Et que ce soit sur le terrain, dans le judiciaire ou dans les centres de rétention administratifs pour traiter les étrangers en situation irrégulière sur les retenues administratives. Et bien évidemment, la priorité, vous l'aviez évoqué, madame, je me rappelle très bien, c'était d'identifier et interpeller ces criminels que vous avez qualifiés de barbares, qui sèment la terreur sur l'île. Je crois que j'ai eu un collègue au téléphone récemment, on a bien travaillé et la population mahoraise est assez satisfaite. Et l'autre, bien sûr, difficulté, c'était de lutter contre cette immigration clandestine et irrégulière avec les moyens que nous avons et que nous disposons. Bon, là, je pense que c'est très clair. La solution n'est pas sécuritaire. Oui, mais... C'est-à-dire que la solution, elle est d'abord sécuritaire parce que ça bloque tout le reste. Et qu'à Mayotte, vous ne trouverez pas une population qui est plus aux côtés de ces forces de l'ordre. On manifeste pour les soutenir. Il n'y en a pas un qui n'est pas arrivé sur l'île parce qu'on l'a demandé. Moi, je veux quand même le dire, le ministre Darmanin a fait un virage à 180 degrés par rapport à ce qui était opéré à Mayotte. On a des renforts. Les policiers et les gendarmes qui sont déployés à Mayotte sont confrontés à des situations d'une violence qui est hors du commun par rapport au territoire national. Ils font preuve d'un courage qui est extraordinaire, qui est salué par la population. Certains sont repartis mutilés, gravement handicapés. Ils font face à des violences qui sont inouïes. Et pourtant, ils sont là, ils sont sur le territoire. Et moi, je me suis adressée à eux avant l'opération Embouchou pour leur dire qu'ils sont à Mayotte au cœur de leur engagement. C'est au service de leurs compatriotes, au service de la République, pour une mission qui est vraiment le cœur de la République, c'est-à-dire faire respecter le droit, ramener la paix et la sécurité. Et ça, c'est important. Là, hein. Oui, garantir juste un droit qui devrait être c'est important parce qu'en fait, garanti. cette violence, elle fait que les soignants, les enseignants, tous les fonctionnaires qui doivent nous aider à construire le territoire partent. Elle fait que les enfants, nos enfants, sont traumatisés quand ils vont à l'école parce qu'ils subissent des violences qui sont inouïes. Donc oui, c'est important, moi je le dis ici parce que je pense que dans le débat que j'ai pu entendre ici sur le territoire national de dire les forces de l'ordre sont des démons, pour nous ce sont des sauveurs et je pense qu'il faut se rappeler du cœur de la mission, c'est des hommes et des femmes qui risquent leur vie, qui ne savent pas s'ils rentrent chez eux le soir et à Mayotte c'est vraiment une réalité. Et pour nous, moi j'avais des messages de mes concitoyens.
qui me disaient « Estelle, on les attend à l'aéroport, on va les accueillir avec les colliers de fleurs, on va leur faire des orangeades, parce que vraiment, il faut qu'ils sachent. Il faut qu'ils sachent combien on les bénit de faire cette mission pour nous. » C'est important ce que vous dites là. Oui, parce que je pense qu'ils sont mal payés, ils ne sont pas pris en compte, qu'on leur fait porter toutes les lâchetés du système politique, parce qu'eux, en fait, ils sont en première ligne face à tout ce qui s'effondre. Et en fait, oui, nos forces de l'ordre à Mayotte, elles font un boulot qui est remarquable, parce qu'il y a eu des arrestations des personnes les plus dangereuses, et que là, on est face aux problèmes qu'on connaît, c'est-à-dire la justice. Un bel hommage. Parce qu'une fois que ces personnes ont été arrêtées, elles sont traduites devant la justice, et là, on les relâche. Ce qui est incroyable, parce que quand la justice quand même a été une entrave à cette opération Wambushu, ça c'est incroyable. Après qu'en appel, les choses se soient fluidifiées, mais que l'opération... Regardez le retard qu'on a accumulé. C'est ça. Non mais ça pose, pardonnez-moi, ça pose quand même une vraie question. C'est qu'en plus de la question migratoire, de la question de la sécurité, il y a une question juridique. C'est est-ce que nous sommes armés juridiquement? On parle beaucoup de l'état de droit. Moi j'aimerais beaucoup qu'on parle du droit du peuple. D'accord, du droit du peuple à maintenir sa sécurité, à maintenir son intégrité. Parce que ici, le phénomène que vous affrontez, nous ne sommes pas assez armés. Donc ça ouvre plein de chantiers. Mais c'est un révélateur aussi, en beaucoup plus grave, de ce que nous avons, nous, en France, et de ce que nous risquons à l'avenir. Parce que si nous ne remportons pas la bataille à Mayotte, je ne sais pas ce que nous allons réussir en France. Mais moi, je suis convaincue. Mais moi, je suis convaincue que le sujet qui se pose à Mayotte, avec l'insularité et l'effet loupe, est un sujet national. Il y a une concurrence entre la décision de l'État, qui est mandatée par le peuple, de faire respecter les lois votées au Parlement. Il y a une concurrence entre ces décisions de l'État et des juges qui décident qu'en fait, non, et qui font avancer le droit des étrangers. Tant et si bien que je vous rappelle qu'il y a quand même eu une délégation d'avocats envoyés de métropole pour venir faire avancer, empêcher l'opération Wambushu, mais créer des précédents pour faire avancer le droit des étrangers. Et ça, c'est une question qui est posée au pays tout entier. Qui décide de la politique migratoire? Est-ce que ce sont des juges qui ont passé des concours, qui n'ont à répondre de rien? En fait, un juge ne répond pas de ces décisions. C'est la séparation des trois pouvoirs. Et c'est logique. Mais est-ce que c'est normal que ce soit des juges qui décident d'une politique migratoire à coup de précédents? C'est-à-dire qu'on dit, vous avez à Mayotte, on est dans une situation qui est paroxystique, mais qui est symptomatique d'un problème de fond, qui est de dire, vous avez la possibilité, peut-être à 18 ans, d'obtenir un titre de séjour ou de devenir français. Ça, c'est la situation des enfants qui sont soit nés à Mayotte, soit qui y sont arrivés très jeunes. Mais ces enfants n'ont pas de nationalité ni française ni comorienne jusqu'à leurs 18 ans. Et là, ils arrivent à la préfecture et ils montent leur dossier. De 0 à 18 ans, ils ne sont pas expulsables. Ils ne sont pas expulsables. Et leurs parents non plus. Non plus. Parce que là, des avocats sont allés au tribunal et ont dit, vous comprenez, liens familiaux potentiels. Vous nous dites. Vous voyez, c'est kafkaïen. Madame la députée, non, mais c'est kafkaïen. On marche sur la tête, pardonnez-moi, on va continuer. Je vais demander à Estelle Youssefa de rester avec nous parce que c'est un sujet qui est lié à ce dont on vient de parler, c'est l'aide médicale d'État. D'ailleurs, 3 lettres, et c'est un débat sans fin. On en parle depuis qu'on est journaliste, c'est un serpent de mer de notre vie politique. C'est l'aide aux étrangers sans papier. Ces 3 lettres qui divisent tous les gouvernements. Par exemple, là, en l'occurrence, le ministre de la Santé est contre l'hypothèse émise par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui veut discuter au moins des modalités de l'AME, alors pour la restreindre, pour la diminuer, mais à peine évoqué le sujet crise. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons soumis la question aux Français. C'est un sondage que vous allez découvrir. 2 Français sur 3 pensent qu'il est urgent de restreindre le périmètre de l'aide médicale d'État. Alors c'est un chiffre qui varie selon, on va le voir, l'orientation politique des interviewés. Et c'est aussi une vraie question. Faut-il aujourd'hui donc réserver l'aide médicale d'État aux soins d'urgence uniquement? On va regarder le sujet, on va tenter d'y répondre juste après. Faut-il réduire les soins couverts par l'aide médicale d'État? À cette question, une large majorité de Français répond oui. 2 sur 3 se prononcent en faveur d'une réduction de ce dispositif aux seuls soins d'urgence, selon ce sondage CSA pour CNews.
Un chiffre qui varie selon l'orientation politique des sondés. 86% chez les électeurs de droite, moins de la moitié pour les électeurs de gauche. Certains viennent malheureusement pour se faire soigner parce qu'en fait ils savent qu'il y a une compétence médicale plus élevée en France. Le problème c'est que si on réserve ça qu'aux soins d'urgence, ça veut dire qu'on attend que les soins soient urgents pour ensuite commencer à réagir. Selon un récent rapport du Sénat, environ 380 000 personnes bénéficient chaque année de l'aide médicale d'État pour un coût total qui avoisinait en 2021 le milliard d'euros. Les modalités de ce dispositif font débat au sein même du gouvernement, puisque si Gérald Darmanin se dit prêt à une révision de l'AME, François Braun et Gabriel Attal se sont montrés, eux, beaucoup moins décidés. Est-ce qu'on peut au moins poser le débat sans que ça provoque des cris d'orfraie, des crispations et des tensions? Non, parce qu'on est... On peut le poser, mais cette question de l'aide médicale d'État, elle est devenue cruciale, d'autant que le système de santé français est, on le sait, déficitaire, en crise depuis des années, et que là, les gens comprennent de moins en moins qu'il y ait cette aide à des clandestins, en fait, finalement, ou à des gens qui commettent, voire des actes répréhensibles sur notre sol, qu'ils puissent bénéficier de cette aide, et quelque chose qui est de moins en moins compréhensible. Donc je pense que quand on le voit, ce sondage traverse à peu près de façon plus ou moins proportionnée. Oui. Bon, la plupart, la gauche quand même à 44%, qui est quand même, il s'agit à la base de venir en aide à quelqu'un qui n'est pas un national. Et de venir en aide, vous le précisez voilà, quand de même. venir en aide. Or là, vous avez quand même 44% des gens de gauche Il y a les qui... visas aussi, Régis. Comment Il y a les visas aujourd'hui pour des soins médicaux. C'est ça qui est bien sûr, scandaleux. oui. Et même pour la C'est une psychiatrie. destination médicale. Sonia, même la psychiatrie, alors qu'on n'a déjà pas de place pour nos nationaux. Non, mais voilà. je vais Et parfois, expliquer- les services ce qu'est d'urgence la- parfois sont saturés Voilà. à cause justement de cette aide qui est apportée. Et donc, on ne sert plus les nationaux qui ont plus l'impression Alors, de passer au second plan. moi je demande dans mon rapport la mise en place de l'aide médicale d'État à Mayotte. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on a un système dérogatoire qui fait que la santé la santé des étrangers est prise sur une enveloppe unique sur laquelle il y a le soin des Français aussi. Par contre, ce qu'il faut comprendre pour l'aide médicale d'État, et le cas de Mayotte, en fait, il est symptomatique. À Mayotte, quand un kwassa arrive, il y a généralement sur une dizaine de personnes, un bateau de clandestins arrive, il y a au moins entre 3 et 4 personnes qui sont en situation de détresse sanitaire. Ces personnes sont immédiatement... Détresse sanitaire. Oui, c'est-à-dire attention, elles sont malades. voilà. Elles sont malades, Là, elles sont... on est presque, on assiste elles des sont gens soit qui sont en handicapées, danger. elles sont soit handicapées, soit malades, soit avec un problème comment ça s'appelle, elles ont une maladie des reins, de dialyse, etc. Elles sont gravement Je crois qu'au en Comores, il n'y a santé. pas d'aide Je vais jusqu'au bout du truc. nationale. Le en fait. kwassa arrive. Oui. L'hôpital aux Comores appelle l'hôpital à Mayotte pour dire tu as un bateau d'illégaux avec mes patients qui arrivent. Ils arrivent avec leurs ordonnances. Donc c'est organisé. Non, mais ils arrivent avec leurs ordonnances. Ensuite, l'hôpital dépêche le seul hélicoptère médical de l'île est dépêché pour aller aider des clandestins. Vous êtes un Français qui a un accident de voiture de l'autre côté de l'île, l'hélicoptère a été mobilisé pour aider des étrangers en situation irrégulière qui entrent irrégulièrement sur le bateau. Ne devrait même pas attendez, être fait, c'est attendez. terrible. Non, mais oui, mais sauf que le réel, c'est ça. Oui. Moi, je veux bien tout entendre, mais en fait, il n'y a pas d'argent magique. C'est la même chose à Mayotte qu'ici. Donc, il se passe que ces personnes arrivent, sont en très mauvaise santé, sont prises en charge prioritairement, ce qui est normal, et aucun soignant ne doit faire le choix. Voilà. C'est le serment d'Hippocrate. Voilà. Le sujet, il est politique. Sur le soignant. C'est pas le soignant qui doit faire ce choix, c'est le politique. Dit, et on ne le fait pas. La deuxième chose, c'est que ces personnes, une fois qu'elles sont arrivées, il y a un service dédié pour les régulariser, leur permettre d'avoir des permis pour circuler. Oui, cette situation à Mayotte, c'est aussi ce qu'il se passe dans l'Hexagone, puisqu'on donne des visas spécifiques pour les soins, avec des maladies chroniques qui sont extrêmement coûteuses. Et c'est ça la proposition de Gérald Darmanin qui met ça sur la table, qui dit est-ce que c'est normal de faire porter sur la dépense publique des soins dont on sait qu'ils sont particulièrement coûteux. On parle du sida, on parle du cancer, on parle de maladies qui exigent des hospitalisations prolongées. C'est pour ça que c'est dramatique. C'est pour ça que ce n'est pas un sujet de soignants, c'est un sujet de politique, parce que ça veut dire qu'on assume... Il faut avoir le courage. Voilà, il faut le poser sur la table en toute connaissance de cause et de dire... Oui, c'est l'honneur de la France d'accueillir les plus faibles. Est-ce qu'on en a les moyens ? Bien sûr. Et le sondage n'est absolument pas surprenant dans cette À la fois, c'est compliqué, mais à la fois, il y a des zones plus simples. Par exemple, il y a des inscriptions multiples. Ça, c'est inacceptable. Il y a des fausses déclarations, énormément, notamment pour les conditions de ressources. Et
jusqu'ici, quand on est pris par la patrouille, il n'y a jamais eu aucune plainte. On n'en trouve pas. Vous regardez les rapports de l'État, on nous dit oui, des inscriptions multiples. Déjà, tous ceux qui l'utilisent en fraudant. Mais c'est quoi des inscriptions multiples? Les inscriptions multiples, c'est-à-dire que... Même personne. Oui, bien sûr. J'inscris des personnes qui normalement n'y ont pas droit. Parce que, par exemple, il ne faut pas dépasser, je ne sais plus une somme, ça doit être un revenu de 800 € par mois. Si je le dépasse, j'y ai pas droit. Je triche. Vraiment, et sur ça, tous il faut les sujets, on dit courage politique, mais c'est pas tarte à la crème, véritablement. C'est maintenant, pour pas qu'on ait une forme de double peine pour les mêmes personnes à chaque fois, et pour les Mahorais, évidemment. Mais vous savez, Sonia, moi, je vais vous dire, ça c'est exactement le sujet. Moi, je suis allée pour la mission en Italie et en Grèce. L'asile est offert, c'est notre héritage de la Deuxième Guerre mondiale, c'est de dire la personne qui a fui la guerre, la personne qui est en détresse a protection automatique. C'est ça le droit d'asile. Ce qui s'est passé avec le flux qui est arrivé de Syrie et puis le combat qui a été engagé par les gauches un peu partout en Europe ont fait qu'il y a eu de l'abus sur le droit d'asile. Moralité, aujourd'hui, le droit d'asile est sur le point d'être démantelé. Il est dévoyé complètement. C'est totalement dévoyé. Et donc, qui pénalise les personnes qui devraient y avoir droit. Et c'est en ça que c'est pour ça que un votre débat combat, sain. je vais vous dire, pourquoi. Voilà la raison pour laquelle votre combat est audible. Parce que vous dites des choses, pas pour pointer du doigt, mais parce que c'est des situations, des faits réels. Et donc, merci c'est du dévoiement de le faire. de certaines... de même, on a évoqué la CEDH tout à l'heure. Au départ, la CEDH, ça avait été fait pour les réfugiés du communisme. Donc des gens qu'on ne les renvoie pas. Là, actuellement, c'est utilisé de façon dévoyée pour garder des gens sur notre territoire alors qu'ils n'ont rien je vais à vous y dire, faire. je me suis retrouvée en débat avec un avocat qui défendait le droit des étrangers, qui m'a dit oui, article 8 de la Convention des droits, la Convention européenne des droits de l'homme, et qui me parle de l'article qui dit il faut pas défaire les familles et il faut pas. Et sauf que le deuxième alinéa de cet article, c'est sauf quand c'est mise en danger de la salubrité, c'est en conformité avec le droit national, c'est on ne s'assoit pas sur la loi pour permettre au nom de la famille de... Vous voyez, quel est le problème ? Non, le vrai problème, en fait, le vrai problème sur ce point-là, c'est qu'en réalité, cette CEDH, cette Convention européenne des droits de l'homme, elle est rédigée d'une manière tellement floue, tellement large, qu'on peut lui faire dire ce qu'on veut, spécialement quand vous avez des juges qui ont une opinion politique. Allez, s'il vous plaît, donc, ça, on va remercier Estelle Chouet, parce que déjà on lui a pris beaucoup de temps, qui est resté une demi-heure de plus que prévu. Merci. Vous êtes toujours la bienvenue, il n'y a pas besoin de le préciser. On va suivre l'évolution de ce rapport, ce qu'il en sera pour le texte immigration. Merci encore Estelle